Vous attendiez ça avec impatience? Eh ben nous aussi. Enfin les monstres de l'été sont de retour. Et autant dire que la saison va être chargée. Requins rigides, poissons féroces, araignées caractérielles, dinosaures de l'espace, serpents en colère, crocodiles en caoutchouc, aliens copieurs et plein d'autres bestioles improbables vont venir rythmer votre été et le nôtre. Par contre, il faut pas qu'on perde une minute parce que les vacances ça passe vite. Frankenfish, autrement appelé Terreur dans le Bayou. Alors, objectivement, aucun des titres n'est vendeur, mais je vous assure que le film est pas mal. Ce film donc nous vient tout droit des États-Unis et a été diffusé le 9 octobre 2004 sur la chaîne Sci-Fi. Il a été réalisé par Mark Dippé, qui a d'abord travaillé comme directeur des effets spéciaux sur des petits films pas trop ambitieux, comme Retour vers le futur 2, Abyss, Ghost, Terminator 2 et Jurassic Park, et puis après il s'est diversifié, d'abord comme scénariste, notamment sur Spawn, puis comme réalisateur, notamment sur Spawn, et comme producteur, notamment sur les films d'animation Garfield. Nous voilà donc à Otley, en Louisiane. Un pêcheur répondant au nom de John Crankton remonte tranquillement la rivière pour relever ses pièges. Mais l'un d'eux a envie de jouer. Ne se doutant pas qu'une créature sous-marine est tapie là-dessous, il y plonge le bras et se fait happer. Il tente de remonter sur le bateau avec un bras en moins, mais c'est peine perdue. C'est sûrement l'attaque sous-marine la plus discrète que j'ai jamais vue dans un film. Et c'est sûrement la plus crédible. Lorsque son corps est retrouvé, le shérif de la zone demande à avoir l'avis d'un légiste. Et c'est Sam River qui s'y colle. Sur place, il a affaire à un homme sensé et conscient qu'un truc ne tourne pas rond. Du décès? Il s'est fait attaquer par un alligator. Alors pourquoi appeler un médecin légiste? Parce que ça ne ressemble pas à des morsures d'alligator. Étant d'accord avec lui, Sam contacte la biologiste Mary Callahan, avec qui il part explorer le bayou. En chemin, il lui montre les photos de John pour avoir son avis. On est un peu trop loin en amont pour un grand requin blanc. Oui, mais pas pour un requin taureau. Ce sont des mangeurs d'hommes très agressifs. Alors ça, par contre, je pense que c'est une erreur de traduction. Parce que requin bulldog en anglais, ça se dit bull shark. Sauf que bull en anglais, ça veut aussi dire taureau. Et le requin taureau, ça existe, mais le requin taureau, c'est un autre animal. D'ailleurs, le requin taureau en anglais, on l'appelle le requin tigre des sables. C'est un vrai bordel. T'enlèves pas le micro? Parce qu'il est dans le champ, là, non? Ah non. Non, déjà pour deux raisons. C'est que, étant donné qu'on parle des monstres de l'été, je pense que les gens sont pas à une incohérence près. Et puis avec le nouveau décor, je peux pas mettre le micro plus proche, parce que soit je hurlerais dedans, soit je mettrais les coups dedans, ou alors ce serait trop loin, et le son serait pas bon. Alors déjà, on n'arrête pas de nous dire « Ah, votre son, il est pas terrible, gna gna gna. » Du coup, là, au moins, les gens voient qu'on fait un effort. Hein. Rode. 150 balles, hein, le micro. Et après avoir trouvé une tête d'alligator grossièrement tranchée, il tombe sur Elmer, un pêcheur de poissons-chats à la main, ne riez pas, ça existe vraiment, qui les emmène dans une communauté de pêcheurs qui vivent dans des maisons bateaux. Là-bas, ils vont faire la connaissance de la nièce d'Elmer, Bobby, et de son mari Roland, de Ricardo, un ami d'Elmer, de Gloria et d'Elisa, respectivement la femme et la fille de John, ainsi que le petit ami d'Elisa, Dan. Sam demande à voir l'endroit où le corps de John a été retrouvé, mais Gloria le met en garde. Tout a commencé avec la tempête et le bateau, et depuis la malédiction est restée. J'ai essayé de la tenir à distance, mais mon cercle de protection est tout petit. Forcément, les superstitions vont bon train, mais c'est pas les cercles de protection qui vont faire quoi que ce soit. Elmer peut vous y conduire. Bah, elle est pas chiée, elle. Elle dit que c'est dangereux, mais elle y envoie son pote. Elle leur donne à chacun un talisman pour éloigner les mauvais esprits, et les voilà partis à la recherche du mystérieux bateau. Le pêcheur reste sur le canot pendant que les deux autres fouillent le navire qui semble abandonné depuis longtemps. L'équipage était chinois, en fait. Alors effectivement, et ils sont tous dans la cale. Enfin, ce qu'il en reste. Parce qu'apparemment, ils ont tous été bouffés par quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez rien? C'est normal. La scène est éclairée avec le cul. Et en appuyant sur tout et n'importe quoi, Sam active une balise qui est repérée par un mystérieux individu. Mais il s'en rend pas compte. Après avoir vomi tout son saoul parce que l'odeur des cadavres était insupportable, Marie trouve quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce que c'est? C'est une écaille de poisson, mais je n'avais encore jamais vu une aussi grosse, même pas en rêve. Ça veut dire qu'elle rêve souvent de poissons? Les biologistes rêvent-ils de poissons électriques? En remontant sur le canot, elle fait tomber Elmer, qui prend ça à la rigolade dans un premier temps, mais sourit beaucoup moins quand il est emporté par quelque chose. Comprenant que le coin n'est pas accueillant, ils rentrent au village flottant pour annoncer la mort de leur guide. La nouvelle attriste tout le monde, mais le fait de savoir qu'un monstre rôde dans la flotte les préoccupe un petit peu plus.
Pendant ce temps, le mec qui a reçu le signal de la balise apprend la nouvelle à son chef, Anton, qui en informe Jeff, un mec qui passe du bon temps, manifestement. Oh, il a un Savannah! Ah merde, je suis obligé de flouter, bon, c'est pas grave. Anton lui apprend que sa marchandise a été retrouvée, ce qui le motive à prendre les armes avec ses potes chasseurs pour débusquer ce qu'il a commandé. On a déjà chassé 2-3 fois ensemble. Ah oui, j'ai tué et traqué toutes les bêtes qui existent, mon vieux. J'adore ça. Sam et Marie se concertent pour essayer de comprendre à quoi ils ont affaire, quand Ricardo vient leur faire part de son expertise. La créature qui a tué John veut faire la loi ici. Mais elle a tort. Je vais la tuer. Le marais est un drôle d'endroit. Il faut l'accepter si on a envie d'en sortir vivant. Pour lui, c'est personnel. Il n'a pas peur de ce qu'il y a au fond. Ricardo n'a peur de rien. Mais ça va changer, crois-moi. Le soir venu, ils sont invités à partager le repas de Gloria. C'est de la tortue? Oui. Excusez-moi. Bon, en soi, ça doit pas être plus mauvais qu'autre chose. Bref, pendant le repas, Sam leur apprend qu'il est natif du coin. Et comme par hasard, Elisa se rappelle de lui. Et en plus de ça, elle en était amoureuse. Amoureuse à un tel point de ce jeune homme qu'un jour elle m'a demandé de lui jeter un sort pour qu'il l'aime. Donc sa mère lui fout la honte et fout une torpille à son mec par la même occasion. Ça n'aurait pas pu être pire qu'aujourd'hui, hein mon cœur? Oh, génial, c'est gentil. Évidemment, ça plombe un peu l'ambiance, alors ils vont s'engueuler dehors, mais bon, c'est vrai que Dan a l'air un peu limité comme mec. J'aurais jamais dû sortir avec une fille des marais. Un peu de soupe de tortue? Marie profite de l'occasion pour apporter une bière à Elisa et lui donne son avis sur sa vie de couple. Vous méritez une personne tout à fait différente. Ouais, je me demande où je vais le trouver. Mais qui a dit que je parlais d'un homme, Elisa? Les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux, les ciseaux. Au même moment, Roland se fait arracher la tête par un énorme poisson. Bobby, prise de panique, monte dans un bateau, mais c'est sûrement le seul truc à pas faire. Elle nage désespérément vers un bateau maison, mais la bestiole rôde autour d'elle. Les tirs d'armes à feu la dévient de son objectif, mais elle finit quand même par la choper. Et elle ne s'arrête pas là, elle est maligne. Elle sait que ses proies vont tenter de s'enfuir avec les coquilles de noix qui flottent, alors elle les coule les unes après les autres. Je crois qu'on va devoir le tuer. C'est la seule façon de sortir d'ici. Ouais, alors plus facile à dire qu'à faire, parce que personne n'a d'armes à part Ricardo. Donc, changement de plan. Naviguer avec la maison de Roland et Bobby. Et comment y aller? Sam, c'est complètement idiot. Vous n'entrerez jamais là-dedans. Elisa se propose d'y aller et elle fait le voyage sans encombre. Enfin, presque. Et le mec est quand même sacrément chanceux, hein, parce que le poisson est juste devant Elisa. S'il tire trop tôt ou trop tard, c'est elle qui prend les balles. Le problème, c'est que Roland a préféré faire pousser de la bœuf plutôt que de réparer le moteur de sa maison. Et tout d'un coup, sans crier gare, l'autre marteau de Ricardo appâte la bestiole avec un gros poisson-chat. Et bah le plus fou, c'est qu'elle en a rien à faire du poisson. Elle saute directement sur le pont du bateau et avance avec ses nageoires vers Ricardo. Elle a du plomb dans la tête, cette bestiole. Hein. Littéralement. La bête est vaincue. Ricardo fête sa victoire en dévorant le cœur de son adversaire qu'il a fait chauffer au barbecue. Mais à peine a-t-il le temps de savourer sa victoire qu'un second poisson géant l'attaque et le bouffe. À partir de là, tout va très vite. Le poisson, attiré par le sang qui coule des vêtements d'Elisa, attaque le bateau. Celle-ci se réfugie sur le toit, pensant être en sécurité. Ensuite, le fusil de Ricardo, pris d'un coup de chaud, se met à tirer tout seul et refait le portrait de la petite Marie. Ensuite, c'est la bonbonne de gaz du barbecue de Ricardo, renversée un peu plus tôt par le poisson vengeur, qui est propulsé dans les airs et fait exploser la baraque où est Elisa. Sam vole à son secours, malgré la présence du vilain animal, et parvient à la sauver grâce à une diversion faite par Gloria. Viens par ici. Allez, cherchez les chaînes. Ça, c'est un truc dans les films, ça me fume toujours. Le sang attire immédiatement l'animal. En vrai, faudrait agiter un petit peu la main pour attendre que ça se répande. Non, là, il vient tout de suite. Et son plan marche un peu trop bien. Malheureusement pour elle, elle va y laisser des plumes. Enfin, des jambes. Le pire, c'est qu'ils sont vraiment pas à l'abri du tout parce que la bestiole coule un à un les bateaux maison. Excusez-moi, mais je suis en train de couler, les gars! Oh mon Dieu! Je suis fait comme un rat!
Lui, là, le sosie raté de Brad Garrett, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je vous assure qu'il est vraiment agaçant. Et tout le long du film, hein, dès la première ligne de dialogue, il est relou. Ce serait bien s'il pouvait crever. Et alors que tout espoir semble perdu, voilà Jeff et son équipée sauvage. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y a quelque chose dans l'eau! Eh ben, ça commence bien. Vite, plus vite! Allez, 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 allez! Nagez plus vite, plus vite! On est d'accord que le poisson, c'est un gros enfoiré. Il a délibérément jeté le mec dans l'hélice du bateau. Petit salopard quand même, hein. L'arrivée de Jeff et ses potes nous permet de savoir enfin ce que sont ces poissons de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que ces poissons? Des têtes de serpents chinois génétiquement modifiées. Il n'y a rien de plus excitant que chasser une proie qui peut en faire autant. J'ai entendu parler de la possibilité de créer un animal encore jamais vu auparavant. Depuis des années, on mange du saumon génétiquement modifié, mais la plupart des gens l'ignorent. Sur ça, le tête de serpent montre le bout de son aileron et Jeff en profite pour lui balancer un sédatif qui va opérer on ne sait quand. Pensant qu'il a déjà agi, Anton propose que tout le monde plonge. Écoutez, même si on ne l'avait pas assommé, il ne nous tuerait pas tous. Sam sauve la vie de Jeff qui a plongé en tirant parce que ça fait classe, j'imagine, et comme la bête blessée s'en va, il récupère le bateau et partent à sa recherche contre la volonté de Sam et Elisa. Eux, ce qu'ils auraient voulu, c'est rentrer chez eux. En suivant la piste ensanglantée laissée par la bestiole, ils arrivent près de ce qu'on peut appeler son nid. Sam est emmené de force par Jeff et son ahuri de potes dans l'antre de la bête. Mais à l'intérieur, rien ne va se passer comme prévu. Viens par ici, tu vas me couvrir. Jeff! On n'a aucune certitude, il est peut-être vivant! J'ai triplé la dose. Ben! Sam, se doutant que la mort les attend, laisse Jeff en tête-à-tête avec le 3e spécimen de tête de serpent. Et c'est loin d'être le plus petit. Il prend les commandes du bateau pour fuir le plus loin possible, mais le carnassier géant leur donne la chasse. Ses coups de bélier font tomber Dan, mais font aussi sauter les vis qui retiennent la grille de protection de l'hélice du bateau. Sam la fait alors carrément sauter et laisse le monstre se jeter dessus, comme un asthmatique sur une dose de ventoline. Nos deux héros sont heureux et s'embrassent dans de la bouillasse de poissons, tout en oubliant qu'il y a des alligators dans la rivière, pendant que Dan joue à la babysitter avec les rejetons des têtes de serpent qui sont super nombreux. Eh ben Frankenfish est un film bien sympathique. Alors, ça reste une série B, mais c'est plaisant à voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le poisson tête de serpent, autrement appelé Frankenfish, existe réellement. Originaire d'Asie, il est appelé ainsi à cause des motifs de ses écailles et de la forme de sa tête qui rappelle celle d'un serpent. Il peut quand même faire plus d'1 mètre et peser 8 bons kilos, mais il est inoffensif pour l'homme. Et justement, le film s'inspire de la découverte en juin 2002 de têtes de serpent dans un étang de la ville de Crofton, dans le Maryland. Et apparemment, il provenait d'un marché asiatique d'où il se serait échappé, étant donné que ces poissons ont la particularité de respirer hors de l'eau et de pouvoir se déplacer sur la terre ferme. Une petite merveille d'évolution et d'adaptation, qui est très dangereuse quand elle n'est pas dans son écosystème. Alors par contre, ceux du film sont extrêmement exagérés. Parce que là, ils sont capables de démembrer quelqu'un, de faire des bonds prodigieux, ils sont énormes, ils mesurent bien 3 mètres, et encore, le plus gros en fait presque 8, et en plus, ils sont très malins. Finalement, ce que je suis en train de vous décrire, c'est la base d'un film de monstre. Hein. Mais Frankenfish a le mérite de proposer un monstre original et intéressant. C'est un poisson génétiquement modifié, ce qui autorise les extravagances citées plus tôt, capable de prouesses et qui a très mauvais caractère. Du reste, l'histoire ne se prend pas la tête avec tout un tas de personnages et de sous-intrigues. On va à l'essentiel. Et même si le début traîne un peu en longueur, notamment pour nous présenter les personnages qui sont soit anecdotiques, soit insupportables, soit sympathiques, l'action prend rapidement place, et on se prend même à frissonner par moments, étant donné que la majorité du film se passe la nuit, et que les créatures surgissent de n'importe où, et à n'importe quel moment. D'ailleurs, il y a un petit peu de triche pour renforcer le côté effrayant, étant donné qu'à chaque fois qu'un poisson saute hors de l'eau, le son du film explose. Par contre, ça se voit qu'il a eu un budget de 3 millions de $. Pour ceux qui découvrent la chaîne, sachez que quand on dit ça dans un monstre de l'été, c'est positif. Bah ouais, parce que pour un film qui a 20 ans et qui a été fait pour la télévision, ça reste encore pas mal visuellement. Bien entendu, on voit les effets spéciaux et on voit leurs limites, mais on est quand même loin de ce genre de résultat. Les effets numériques ont été exclusivement réservés à la création des poissons. Mais ils ont quand même fabriqué quelques marionnettes grandeur nature pour les adultes comme pour les bébés. Ils apparaissent clairement caoutchouteux à l'écran, mais faut saluer l'effort, parce que en plus, ils ont de la gueule.
L'entièreté du film a été tournée en Alabama, dans des décors naturels, et ça rajoute encore un côté authentique au film, qui est quand même plus agréable à regarder que des décors en 3D. Sur la musique, j'ai pas grand chose à dire, parce que ça reste de la musique de téléfilm, hein, même si elle est plutôt bonne, il n'y a pas de quoi se relever la nuit. Par contre, au niveau du casting, il y a pas mal à dire, parce qu'il y a quelques têtes connues. Tori Kettles n'avait fait que des petits rôles avant d'être la tête d'affiche de Frankenfish. Mais par la suite, il a joué dans Next avec Nicolas Cage, puis dans les séries True Detective et Sons of Anarchy. Mark Bone Jr., vous avez sûrement déjà vu sa trône quelque part parce que c'est un habitué des seconds rôles, que ce soit dans 58 minutes pour vivre, Seven, Vampire de John Carpenter, souviens-toi l'été dernier 2, Memento, Batman Begins, 30 jours de nuit, ou encore dans la série The Mandalorian. On peut aussi noter la présence de l'acteur Muse Watson, qui s'est fait connaître en jouant le rôle de Ben Willis dans les 2 films Souviens-toi l'été dernier. Il y a aussi Raúl Trujillo, qui jouait Zero Wolf dans Apocalypto de Mel Gibson. Reggie Lee a joué 2 rôles différents dans Pirates des Caraïbes 2 et 3, et il a joué dans Tonnerre sous les tropiques et dans The Dark Knight Rises. Finalement, Frankenfish est une série B correcte, avec de l'action, généreuse en attaque et en grosse bébête, tirée par les cheveux juste ce qu'il faut, qui vous fera passer un bien meilleur moment que le film qu'on verra la semaine prochaine. Parce que, déjà, copier, c'est pas beau, mais alors copier un film qui, à la base, est déjà pas bon, c'est encore moins beau. Même si c'est un grand réalisateur qui l'a fait.